Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission au micro de RTI. Nous poursuivons l'interview d'Alex Desmulles sur l'histoire de Radio Taïwan International. En effet, Alex Desmulles, à qui l'on doit sur cette antenne une série d'émissions sur Taïwan aux Jeux Olympiques, sous l'angle sportif mais aussi historique et géopolitique, est aussi l'auteur d'un mémoire de Master 2 à Sciences Po Lyon intitulé « La voix d'une puissance muette » du service central de radiodiffusion à Radio Taïwan International, 96 années d'influence radiophonique de la République de Chine 1928-2024. Dans le début de l'interview, que je vous invite à retrouver sur notre site internet, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, nous avons déjà commencé à parler du contenu de ce mémoire, qui intéresse d'ailleurs beaucoup les auditeurs fidèles de RTI. Pour poursuivre, j'ai souhaité interroger Alex Desmulles sur le titre de son mémoire. On reprend la discussion. En fait, pourquoi la voix d'une puissance muette ? Parce qu'une radio, normalement, c'est pas muet. Alors bien sûr, je pense qu'on se doute des raisons. Mais est-ce que tu peux un peu donner quelques précisions ? Pourquoi ce titre ? Pour moi, c'est la malédiction de la République de Chine. C'est son incapacité, en tant que puissance, d'être une puissance et d'être reconnue comme une puissance. Et ça, c'est le cas déjà en Chine, c'est le cas à Taïwan, et c'est le cas d'autant plus depuis que Taïwan est gouverné essentiellement par des gens qui sont plutôt d'obédience indépendantiste, et que la plupart de la population taïwanaise est devenue indépendantiste. C'est cette incapacité en fait à communiquer les objectifs, le storytelling, face à des ennemis plus puissants. Ça a d'abord été le Japon, puis les puissances coloniales, et puis depuis 1945, c'est à peu près classiquement et de manière linéaire le Parti communiste chinois et la République populaire de Chine. Et pour moi, du coup, c'est essentiellement ça le plus gros défi qu'a toujours dû traverser la République de Chine depuis sa création et jusqu'à aujourd'hui, sous tous ses avatars, que ce soit la République de Chine de Beiyang, donc celle des seigneurs de la guerre, celle des nationalistes, celle de la dictature de Chiang Kai-shek à Taïwan, ou celle des démocrates, ou même celle des indépendantistes, c'est une incapacité à diffuser un message correctement face à un ennemi beaucoup plus puissant. Est-ce que c'est pas en tout cas aujourd'hui, peut-être c'était pas le cas autrefois, mais la complexité de l'histoire en fait, ce qui fait que c'est pas facile de faire comprendre, notamment aux étrangers, en fait la situation de Taïwan, parce que ça peut pas se résumer en une phrase en fait. En fait, pendant longtemps, ça a été la difficulté du racisme, parce que pendant longtemps, c'était les puissances coloniales qui se disaient un peu le Japon bouffe la Chine. Le Japon, on les a formés, les Chinois, on les a pas formés, qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Et puis, après, ça a été la question de la lutte anticommuniste. C'est assez étonnamment, ça c'est la période où justement la voix devient un peu plus forte. C'est que c'est un combat commun avec des puissances occidentales, capitalistes, voire d'extrême droite parfois, quand on part un peu en Amérique latine. C'est la lutte anticommuniste. Et c'est là où la voix prend un peu plus de force. Et en fait, dès lors, ça part un peu sur des questions d'idéologie, mais jamais sur des questions de compréhension effectivement totale de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là et de pourquoi est-ce que Taïwan existe. Enfin, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui sont bercés par ce message de dire Taïwan est chinoise. Taïwan est chinoise parce que Taïwan est historiquement chinoise. Et quand on leur demande historiquement chinois, qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont du mal à répondre. Et quand on leur demande qu'est-ce que c'est que la Chine, moi-même, je ne saurais pas vous dire ce que c'est que la Chine. Enfin, aujourd'hui, ici, il y a la République populaire, mais qu'est-ce que c'est que la Chine historiquement ? C'est quasiment impossible de répondre à cette question-là de manière simple, correcte et cohérente. Et donc, la question, elle est là aussi. C'est devoir outrepasser cette difficulté à traiter d'un sujet extrêmement complexe qu'on ne peut pas maîtriser sans plusieurs années à étudier en fait, l'histoire de ce conflit, parce que de fait, il y a tellement de variables. Typiquement, il y a le Japon qui ressort, il y a la question des puissances occidentales, il y a la question des Américains, il y a même la question juste de ces 200 ans de colonisation Qing, ou est-ce que ça en fait un territoire chinois historique, ou est-ce que pas du tout ça pose tellement de questions que juste c'est quasiment impossible à étudier. Radio Taïwan International et la Voix de la Chine libre et Radio Taïwan International ont permis en fait d'outrepasser ça et de raccrocher sur des points, et ça c'est aussi lié à la diplomatie publique de la République de Chine, raccrocher à des points un peu plus basiques entre guillemets, que sont peut-être l'idéologie ou des valeurs culturelles
via le soft power, de dire regardez, nous aussi on fait des films, il y a des grands festivals, venez faire du tourisme à Taïwan, l'économie taïwanaise se porte bien, regardez l'IA taïwanaise, etc. Et ce genre de choses. Et ça a permis derrière de mettre en place au moins une capacité à Taïwan de communiquer avec l'étranger face à une menace militaire, et en fait de basculer de sujets économiques, culturels et de soft power à des questions littéralement de hard power. On est un pays menacé par une puissance militaire. Pour faire de temps en temps le journal sur RTI, j'ai souvent l'habitude effectivement de traduire des propos de Tsai Ing-wen, qui sont toujours un peu les mêmes d'ailleurs, et maintenant de Lai Ching-de, qui disent que voilà, Taïwan est une démocratie dans le camp des démocraties face à l'autoritarisme expansionniste chinois, etc. Et donc peut-être que dans ce cadre-là, en tout cas la voix de Taïwan est plus entendue à l'étranger. Mais ça, c'est vraiment devenu une stratégie du DPP. C'est pas la stratégie du KMT, c'est de faire connaître la République de Chine sous l'angle économique, de dire regardez, venez investir à Taïwan, Republic of China, parce que on est bien et tout, et on a des bons liens commerciaux avec la Chine. Et puis la stratégie indépendantiste, la stratégie du DPP, en tout cas, c'est de dire regardez, on est une démocratie, on a des valeurs communes avec l'Ouest, on a des valeurs communes avec l'Occident. On a une culture peut-être commune, quoique ça a peut-être tendance à s'effacer un peu, mais on a au moins peut-être une culture commune avec la Chine, mais ça ne veut pas dire qu'on est chinois. Donc, on est plutôt dans le camp occidental, et venez nous aider, regardez notre culture, regardez notre économie, on se tient bien, et on a des atomes crochus. Et c'est par là qu'on devrait travailler, et justement, les déclarations de Lai Ching-de, je les ai lues, je les ai doublées pour RTI aussi, du coup, je vois très bien de quoi tu parles. C'est vraiment cette stratégie, en fait, de dire on est une démocratie riche culturellement, riche économiquement. Taïwan mérite sa place sur la carte, et RTI est un outil complet de ça. C'est pas l'outil central, parce que l'outil central, ça reste toujours la diplomatie publique de Taïwan, avec toutes ses ramifications, mais Radio Taïwan International, c'est un de ces outils de cette diplomatie publique, justement. Et parmi les différentes voix de la République de Chine, Taïwan, donc il y a Radio Taïwan International, mais il y a aussi d'autres médias comme Taïwan Info, plutôt un média écrit, Taïwan Plus, qui est un média vidéo sur Internet. Bien sûr, il y a aussi les films, enfin maintenant aussi les mangas, la littérature taïwanaise qui est traduite dans d'autres langues, etc. Et dans tout ce paysage médiatique et culturel, quelle est la place de Radio Taïwan International ? Est-ce que tu penses que c'est assez marginal ou ça a quand même une place importante ? Je pense que c'est pas marginal, mais c'est particulier. Taïwan Info a un peu la même place, même si en fait le problème de Taïwan Info, c'est qu'ils sont plus lents que Radio Taïwan International. Et ils sont liés au ministère des Affaires étrangères, donc ils ont moins de liberté d'expression sur certains sujets. Taïwan Info, là, c'est clairement le gouvernement. Alors que Radio Taïwan International, c'est Taïwan, c'est l'État, mais c'est pas le gouvernement. Donc c'est un média d'État, c'est un peu comme France Info, au final, d'une certaine manière. Il n'y a pas de directive, en fait, pour les journalistes. On fait nos reportages sur les sujets qui nous intéressent, tout simplement, qu'on estime importants. Et en fait, ce qui joue, c'est que Taïwan Info, je dis pas qu'ils sont lents parce que juste pour les attaquer, mais c'est juste qu'ils servent un autre objectif. Eux, ils servent de voix à la diplomatie taïwanaise. Radio Taïwan International, ils ont un objectif de rapidité. En fait, je discutais avec Meg et elle me parlait clairement de dire, mais Central News Agency, qui est l'agence de presse taïwanaise, n'a pas de service francophone. Donc les services de presse francophones, quand ils vont devoir écrire sur Taïwan, quel est le premier média qu'ils vont aller regarder ? C'est Radio Taïwan International. Et d'une certaine manière, c'est ce rôle-là que Radio Taïwan International peut remplir sur ces questions d'information directe. Et là où Taïwan Info peut venir en soutien, justement, pour dire, voilà, là, c'est ce que dit le ministère des Affaires étrangères, purement. Je remarque quand même que c'est grâce au site internet de Radio Taïwan International. Donc il n'y a pas que le côté radio, en fait, il y a aussi le côté internet maintenant qui est important. C'est même, et je pense que ça risque d'être la mutation de Radio Taïwan International vers le futur, de devenir un média extrêmement axé sur Internet. Ça l'est déjà un peu, mais beaucoup plus que même qu'aujourd'hui. Tu parlais des mangas, des films, etc. Radio Taïwan International sert aussi d'incubateur à tout ça. C'est qu'il permet d'être un porte-voix pour dire, regardez, c'est des films, c'est des trucs qui hors des festivals,
Or, des publics qui sont déjà connaisseurs n'ont pas de capacité très forte de diffusion, si ce n'est le hasard et des médias spécialisés. Mhm. Et du coup, Radio Taïwan International peut vraiment donner une force à cette pop culture taïwanaise. Oui, tout à fait. Après avoir abordé la place de RTI dans les outils de soft power taïwanais à l'international, Alex Demul nous dira la semaine prochaine dans quelle mesure RTI est audible face aux mégaphones chinois. Nous verrons que la radio, loin d'être un média en désuétude, est un enjeu important sur le plan médiatique et même politique, et que la Chine, autant que Taïwan, en a conscience. À mercredi prochain pour la suite.